Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au Théâtre Le Ragon. On est ravis d'être avec vous en ce 8 mars et d'accueillir ce soir le spectacle 20 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, mise en scène de Christian Eck et Valérie Le Sort. Alors ce sera à 20h30 bien sûr dans la grande salle, vous le verrez, cette création, elle se démarque par une scénographie, des costumes et des accessoires exceptionnels, au-delà de l'histoire bien sûr qui est iconique. Autour de cette soirée, on a donc souhaité mettre la lumière sur le costume dans le spectacle vivant, en s'interrogeant sur une question: comment s'habillent, entre guillemets, les artistes. Et pour répondre à cette question, on a souhaité inviter Yolène Gay, qui est avec nous, qui est costumière, bien connue du TLA, puisqu'elle travaille avec la compagnie La Grive. Bonsoir Yolène. Bonsoir. Bonsoir. La compagnie La Grive, c'est la compagnie associée pour l'Olympiade culturelle via le projet On ne va pas se défiler. Et c'est vous, Yolène, qui créez, entre autres, les costumes du défilé. Et puis à vos côtés, Delphine Pinaza. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice du Centre national du costume et de la scène de Moulins. Vous dirigez depuis 2011 ce lieu unique en France et même à l'international. Le Centre national du costume et de la scène, c'est la première structure de conservation entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. C'est 3000 mètres carrés où vous présentez une collection exceptionnelle avec des expositions permanentes, mais aussi des expositions éphémères, notamment une expo autour du cabaret jusqu'en mai, je crois. Fin avril. Fin avril, oui. Et puis bientôt une exposition autour de Philippe Découfflé, chorégraphe international, qui a d'ailleurs un lien avec les Jeux Olympiques. Ça fera notre lien aussi, on en parlera tout à l'heure. Alors peut-être avant de parler du CNCS, se parler du début, de la création d'un costume avec toi, Yolène. Tu es costumière, tu travailles avec plusieurs compagnies. On pense à Alban Richard, on pense à la compagnie La Grive, à Fia Ménard aussi. On te connaît ici au théâtre car tu réalises les costumes de cette compagnie, La Grive. Les chorégraphes, c'est Clémentine Maubon et Bastien Lefebvre, des artistes qui partagent la vie du théâtre depuis plusieurs saisons maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'être costumière en fait de spectacle vivant? Et quelles sont les différentes étapes dans ton travail? Comment ça commence? Comment tu intègres le processus de création d'un spectacle? Alors, ça dépend vraiment en fait de chaque compagnie. Le plus souvent, on m'intègre en fait dès le début pour réfléchir vraiment à la fabrication, euh, au choix de la silhouette, le choix des matières, etc. Du coup, il y a une prise de mesure, ensuite l'étape d'une toile, et puis pour finir le travail vraiment du costume final. Et à cet endroit-là, il y a donc tout ce qui est cette partie technique, mais il y a une partie intention, du coup, qui vient des metteurs en scène, des chorégraphes. Comment tu prends ça et qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? On a beaucoup d'échanges effectivement avec les personnes chorégraphes, metteurs en scène, effectivement. Donc on peut faire des recherches. Alors après, ça dépend du projet. Donc là, ce que je t'ai montré, en fait, il y a eu une recherche sur le cinéma des années 50. Donc c'était vraiment comment, à cette époque-là, étaient représentés les personnages. Parfois, c'est aussi se dire quelle va être la contrainte en fait dans un costume, qu'est-ce que ça va engager en fait. En fonction du jeu, de la scène, etc. Exactement. Mmh. Le costume de danse, en plus, il y a vraiment l'anatomie du corps. Donc ça, je trouve ça très intéressant de se dire comment il va pouvoir bouger en fait avec le costume. Et on va regarder justement des images, parce que tu nous as envoyé des images. Alors, là, on est sur une photo d'un spectacle qui s'appelle Panorama. Là, on est sur le final, vraiment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on reconnaît Bastien et Clémentine. C'est la compagnie Laverse, donc de Cécilia Eménégé et Mathieu Coulon. Et en fait, donc, ils m'ont proposé tout leur travail de recherche, en fait, qui était sur la couleur, parce qu'ils avaient des idées très définies sur ce qu'ils voulaient. Donc la robe verte, par exemple, on est parti d'un patron vraiment d'époque,
Et après, en fait, il a fallu que je réadapte tout parce que les corps ont changé entre-temps. Voilà. Donc, Alors, Berthe, c'est l'actrice, du coup. Voilà. Donc ça, c'est les recherches qu'on a faites sur les silhouettes. Après, c'était vraiment quelles couleurs, pourquoi on a choisi un taffetas, parce qu'on voulait aussi que ce soit quelque chose de brillant, en fait, puisque c'était elle, voilà, l'actrice, quoi. Ouais. On continue. La doublure, donc ça, c'est Mathieu, qui est un personnage plus en retrait. Donc, le choix du tissu, c'était de se dire un tissu plus épais, plus résistant, qui soit moins brillant, en fait, qu'il nous mette moins en valeur, entre guillemets, au plateau. D'où l'aspect rouille aussi. Voilà. Ouais. Puisque les costumiers, on travaille aussi beaucoup avec les éclairagistes. Ouais. On a un échange aussi avec eux pour savoir quel peut être le rendu en fonction de l'éclairage. Oui, ça peut tout changer en fait sur un costume. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure aussi dans la façon dont sont mis en valeur les costumes au CNCS. Tout peut changer en fonction de la lumière. Si on continue, on voit ensuite... L'acteur donc, qui était Bastien. Voilà, donc ça, je vais parler du tissu. Le tissu qu'on a choisi, justement, on a utilisé l'envers. Alors, c'est ça aussi qui est chouette dans les costumes, c'est qu'on peut prendre, en fait, la décision d'utiliser une matière et de la détourner, en fait. Et le dernier personnage qui est l'assistante. Et donc, ça, c'est Clémentine, ce qu'on voyait sur la photo. Et en fait, elle, sa combinaison est réversible. Pour utiliser toujours ce côté brillant et soyeux, et de l'autre côté où elle disparaît plus. Donc après, ça au niveau de la fabrication, c'est comment faire pour que les coutures soient pas voyantes, visibles, etc. Exactement. Une fois que tu as cette matière, où est-ce que tu te retrouves dans ton atelier ou ailleurs? Comment ça se passe? Où c'est que tu vas la chercher, cette matière, une fois que tu l'as définie un petit peu sur le papier? Alors, après, c'est auprès des magasins, en fait, de tissus. Simplement. Oui. Et moi, après, j'ai mon atelier chez moi, mais j'aime beaucoup travailler, en fait, avec l'équipe, pouvoir être sur la résidence pour vraiment être immergé, en fait, dans le travail, faire les essayages, parce qu'on a beaucoup d'essayages aussi. Donc c'est plus agréable, en fait, parce que sinon, ça peut être un métier dans lequel on se retrouve très vite seul. Et voilà, c'est quand même important de partager, d'avoir ce lien, de conserver ce lien. Ce costume, une fois qu'il est fait, il est joué, il va sur scène, la tournée est terminée, et là c'est l'éphémère du spectacle vivant, tout s'évapore, on passe à autre chose, mais arrive aussi, et ici, le CNCS, le Centre national du costume de scène. Delphine Pinaza, vous en êtes la directrice, et aussi conservatrice, c'est important. Comment on réactive ces costumes de scène? Comment vous faites le choix? Comment ça se passe? Et quelle est la mission de ce centre unique en France? Alors, comme tout musée, effectivement, le CNCS a pour mission principale, en fait, de constituer une collection et l'enrichir, puisqu'on a ouvert en 2006, on a ouvert avec un certain nombre de costumes, mais nous avons des propositions de donation très régulières, quelques achats aussi. Donc, cette collection, aujourd'hui, elle est estimée à 10 000 costumes de scène, ce qui fait plutôt 25 000 éléments, puisque, voilà, souvent, un costume est composé de plusieurs éléments, même si nous, pour un grand nombre d'entre eux, on n'a pas forcément le costume complet, notamment pour les plus anciens, même si c'est une collection qui remonte globalement dans la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'avant, c'est assez rare de trouver des costumes plus anciens. Ce sont des éléments de travail, en fait, même s'ils sont très, très beaux, ce sont les éléments de travail. Oui, là, c'est des images un peu de la variété de nos collections. Donc, aussi bien, donc on est vraiment que sur le spectacle vivant, opéra, théâtre, danse, ballet, danse contemporaine, cirque, cabaret en ce moment, marionnette, bon, c'était un peu,
nous en avons quelques-unes. On n'est pas sur le cinéma ou... voilà, donc, parce qu'il y a déjà un établissement qui conserve des costumes. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, effectivement, on doit constituer, enrichir cette collection et ensuite la conserver dans les réserves voilà, qui sont là. Parce que le costume est un élément fragile. Il est fragile à la lumière, il est fragile au climat. Il ne faut pas trop de température, pas trop de chaleur, pas trop d'humidité, parce que voilà, si c'est trop humide... les champignons et des moisissures vont se développer. Si c'est trop sec, au contraire, les fils vont se dessécher et se casser. Donc tous ces costumes sont triés un par un, sont numérotés un par un, sont photographiés un par un et sont rentrés dans une base de données un par un. Donc c'est un travail de très très longue haleine que mes collègues font et qui ne cesse de s'enrichir. Donc c'est cette partie, voilà, musée, collection, constitution. Et en parallèle, l'idée, c'est de les valoriser, les étudier, les renseigner, les documenter. Alors, il n'y a pas un milieu de chercheurs encore énorme en France par rapport à ça, parce que voilà, c'est un objet un peu particulier. Mais nous, surtout, c'est de valoriser ces costumes et de les diffuser, donc notamment à travers des expositions qu'on organise au CNCS ou des prêts qu'on peut faire à l'extérieur. Quand vous parlez de costume, vous dites, on parle de l'entièreté du costume. C'est pas une veste. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un personnage, en fait. Généralement, c'est un personnage. Nous, on ne garde pas, effectivement, des chemises, des jupes ou des manteaux. On va garder Carmen et le costume de Carmen dans l'acte 1, le costume de Carmen dans l'acte 2. On travaille par production, par spectacle. Par exemple, comme on a ouvert avec des dépôts de 3 grandes institutions, le dépôt de l'Opéra national de Paris, de la Comédie française, 2 des plus grands théâtres nationaux. Donc eux, c'est vrai qu'on a le répertoire de ces théâtres et là on a donc des personnages et nous on range voilà, dans nos réserves sont entreposés les costumes mais par production. Et d'où viennent, alors il y a ces trois établissements nationaux, mais est-ce que vous avez des dons de compagnie? Est-ce que vous allez chercher particulièrement des costumes à des endroits? Comment vous travaillez pour récupérer quelque part, si c'est le mot? Alors, on a beaucoup de propositions. Donc, on n'a même pas tellement besoin de faire cette démarche parce que, voilà, après le ministère qui avait initié tout ce projet avait fait de toute manière aussi déjà, c'est un projet qui a mis plusieurs années à aboutir. Il a été lancé au milieu des années 90 pour ouvrir en 2006. Donc, donc c'est vrai que c'était dans le milieu professionnel, c'était quand même assez... connu par rapport à ça, mais c'est vrai que souvent c'est au moment où les compagnies ferment. Alors tant qu'il y a un théâtre avec un lieu, un stock de costumes, voilà, les services couture, services habillement gèrent plus ou moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théâtres qui font aussi des ventes de toute manière, mais c'est plutôt quand une compagnie ferme, parce que généralement elle doit libérer les espaces où elle n'aura plus de subventions de toute manière pour payer son stockage. Donc c'est au moment de la fermeture, ce qui est aussi une étape un peu importante, parce que très souvent il reste des archives papier et les costumes. Donc voilà, donc les archives papier vont aux archives départementales, etc. Et les costumes, il y a un rapport souvent affectif. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a dû vraiment expliquer aux compagnies qu'on n'allait pas prendre les 600 ou les 1000 costumes qu'ils nous proposaient parce qu'on ne va pas jamais remonter le spectacle, nous, par contre. Et donc, on n'a pas besoin justement des séries parce que oui, une fois que le costume rentre dans les collections, il ne sera plus reporté. Donc ça aussi, il faut que tout le monde m'entende bien. On n'est pas un dépôt où on peut stocker des choses temporairement. On peut emprunter temporairement pour une exposition et on va rendre ensuite à la compagnie. Mais là, c'est plutôt nous qui faisons la demande. Et sinon, quand ça rentre dans les collections, c'est inventorié comme un objet patrimonial pour des inventaires. Et c'est là qu'est votre mission aussi, c'est d'être chargé du patrimoine. Voilà. Et chargé aussi de le diffuser, ce patrimoine. On parlait de la lumière qui était hyper importante. En dehors de toute cette partie qui n'est pas visible du public, qui est tout votre travail quotidien aussi, le public peut venir visiter ce CNCS. Comment vous construisez à la fois les expos permanentes et puis peut-être cette expo cabaret qui est une exposition éphémère, temporaire, voilà, temporaire. Alors en fait, nous on a très peu d'expositions permanentes. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est habitué à ce que c'est qu'un costume, un textile, c'est fragile et ça ne peut pas rester longtemps exposé. À l'instar des musées de la mode de Paris, que ce soit le Palais Galliera ou le musée de la mode des arts décoratifs, il n'y a que des expositions temporaires. Donc c'est vraiment commun aux 5-6 musées vraiment du textile en France. On a surtout une permanence d'exposition temporaire, mais c'est pour ça que ces thèmes changent très régulièrement. Ce que nous avons au CNCS, une présentation de la collection Nourieff, donc suite, bien longtemps après la disparition de Rudolf Nourieff, la fondation, à l'ouverture du CNCS, a identifié l'établissement et nous a proposé de recevoir cette collection en don
à charge pour nous d'avoir un lieu permanent. Donc le lieu il est permanent, il est assez petit d'ailleurs, et on change les pièces régulièrement. Voilà. Donc c'est pas forcément toujours très visible pour le public, mais voilà. Et puis on a ouvert là récemment un lieu sur la scénographie qui lui est permanent aussi. Nos expositions, l'idée c'est d'avoir quand même des thèmes assez grand public pour faire découvrir justement ce patrimoine qui est peut-être pas très très connu non plus. Surtout que bien sûr ça n'échappe à personne que nous sommes à Moulins, donc dans l'Allier. Et voilà, par comparaison, Moulins c'est 18 000 habitants. Donc dans un département qui en fait 300 000. Donc voilà, donc c'est vrai que le bassin de population n'est pas non plus énorme pour faire venir du public. Et nous, quand on parle de cabaret, de Carnaval de Rio, de Molière, on ne parle pas de l'Allier, on ne parle pas de Moulins, on parle plutôt justement de spectacles qui viennent de toute la France. À cet endroit-là, du coup, ces expositions, elles sont activées, réactivées. Et il y a un endroit aussi de scénographie. Est-ce que vous essayez de remettre les costumes comme si on les voyait sur scène ou pas du tout Alors, on est exactement dans l'opposition de la scène, puisque nous, on montre ces costumes, voilà, et déjà sur des corps inertes, donc généralement des mannequins, qui bien sûr ne vont jamais, donc on en a beaucoup, mais c'est jamais le bon, parce que ce sont des mannequins qu'on achète dans le commerce et qui sont pour des tailles quand même plutôt sublimées, des tailles de mode, et voilà, les corps, on est tous différents. Là, dans le spectacle, que ce soit l'opéra, la danse, on peut avoir des variantes très importantes entre un costume d'opéra et un costume de danse. Mais ces mannequins n'ont pas les bonnes proportions. Donc bon, ça c'est le travail aussi de toute une équipe, d'arriver à mannequiner, bon c'est un terme technique, veut dire adapter le mannequin et non pas l'inverse. C'est-à-dire que nous on ne met pas d'épingles comme certains dans les magasins, chacun a son métier. Mais justement, il faut aussi que ce costume, quand il soit présenté en exposition, qu'il ne soit pas abîmé à ce moment-là. Donc il y a déjà la manipulation qui peut être délicate parce que certaines pièces sont très volumineuses. Pour ce genre de costume, là, que, par exemple, vous pouvez voir, là ce sont des costumes d'opéra. Par exemple, le costume rose, là... Dans la vraie vie, à l'époque, au 18e, il y avait le corset, la jupe, le jupon étaient détachés. Pour le spectacle, là, tout est attaché pour que ça aille plus vite. Donc il y a plein de trucs qui fragilisent aussi le costume, qui a pu être porté pendant très longtemps, qui a pu être repris, etc. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, nous avons des mannequins, on n'a pas toujours les coiffures qui vont avec, etc. etc. On n'a pas toujours les bons jupons, donc il faut remettre tout ça un peu en forme. Et alors, surtout, le public va les voir, bon, souvent dans les vitrines, quand même, c'est pour les protéger, mais de très près. Alors qu'ils sont faits pour être vus de loin. Voilà, donc c'est aussi autre chose. Et le dernier élément, effectivement, la lumière. Alors sur scène, il peut y avoir des éclairages assez forts. Et nous, pour la protection des costumes, il faut au contraire que ce soit très bas. Voilà, donc en fait, lumière, on n'a pas vraiment du tout ni intention ni prétention de remonter le spectacle. Nous, on montre le costume avec d'autres aspects, on raconte d'autres choses, la création justement, etc. Mais effectivement, et tout ce que pouvait dire Yolène, ce sont des éléments qui, pour nous, justement, plus on a d'échanges avec le créateur ou avec la compagnie, plus on aura d'informations pour revaloriser le costume ensuite. Yolène, vous vouliez réagir, non ? C'est vrai que c'est toujours sur mesure, donc effectivement, trouver le mannequin adéquat. Et puis tout à fait, quand on conçoit un costume, il y a toujours cette distance, en fait, qu'on prend en compte. Donc parfois, les détails, voilà, en fait, ça peut arriver. Ouais. Tout dépend de ce qu'on a envie, bien sûr, mais... Du coup, c'est une particularité de votre métier aussi, c'est de se dire que le costume, il doit être parfait pour que le comédien, la comédienne puisse le porter de manière très aisée. Et en même temps, il sera vu de très loin, il sera travaillé beaucoup. Oui. Mais il va falloir qu'il dure aussi. Et effectivement, s'il y a des changements rapides, trouver les systèmes pour que le costume parte tout de suite. Donc oui, il y a tout ça aussi qui est vraiment typique du costume. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a des astuces de costumière ou alors est-ce que vous inventez à chaque fois des choses ? Est-ce que vous retrouvez dans des costumes, vous utilisez des méthodes qui seraient aussi des méthodes métiers, j'ai envie de dire ? Oui, les pressions, par exemple, des choses qui peuvent s'ouvrir rapidement. Après, on peut inventer des choses quand on fait de la magie, chercher en fait... de quelle manière le costume peut disparaître, ce qu'on appelle le quick change, en fait, donc peut vraiment disparaître en une seconde. Donc, mais on a quand même, des petits trucs qu'on renouvelle, en fait, quand on sait que ça marche. Voilà, on ne va pas chercher. Oui, non plus.
Alors, on va rentrer dans le détail des costumes. Avant ça, Delphine Pinaza, sur l'état dans lequel arrivent parfois les costumes. Est-ce qu'il y en a qui sont parfois perdus, ou est-ce que vous pouvez toujours, quelque part, faire quelque chose avec ces costumes et les réactiver si l'importance est là et qu'il faut absolument le montrer, le garder et le montrer? Alors, oui et non. D'abord, c'est une question de moyens, souvent. Ouais. Mais après, se pose la question de la restauration peut coûter 2, 3, 4 fois le prix du costume. Donc, bon, tout ça, c'est des notions qu'il faut considérer. Il se trouve que nous, on n'a pas encore d'atelier vraiment de restauration en interne, parce que ce sont des métiers très spécifiques. Et c'est vraiment un artisanat très, très, très minutieux, très long, et qui nécessite donc des heures de travail, donc des prix assez chers. Mais c'est vrai que donc on peut garder malgré tout un costume, même s'il n'est pas en très bon état, mais en se disant on va peut-être pas trop le montrer. Ou alors plus tard, dans d'autres générations après nous, il y aura d'autres solutions. Dans ces cas-là, il faut vraiment que le costume... Enfin, par exemple, on a un costume de Sarah Bernard, voilà, de la fin du 19e siècle, qui a été très abîmé, parce que probablement il a été déjà adapté, etc. Donc il est en tiroir, donc on ouvre le tiroir, on peut le montrer à ceux qui rentrent dans les réserves, parce qu'évidemment, ce n'est pas accessible au public. Voilà, par exemple, on avait eu un devis qui était près de 50 000 € de la restauration. Donc, bon, on n'a pas ces moyens-là du tout. Et puis, bon, c'est vraiment, au bout d'un moment, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Voilà, donc, bon. Mais sinon, déjà, les équipes, ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà remise en forme. Et nous, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. C'est des images qui sont passées. C'est-à-dire que le but, c'est qu'une fois qu'il arrive chez nous, en tous les cas, il faut arrêter l'altération. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il ne sera plus porté, parce que le maquillage, la transpiration, évidemment, abîme. Ça abîme. Les mouvements répétés, parfois les spectacles. Alors, moi, aujourd'hui, même si on va peut-être y revenir, mais au début du siècle, les spectacles pouvaient jouer 20, 30 ans dans les mêmes costumes. Donc, généralement, on changeait la production, on changeait la mise en scène, les décors, les costumes, quand vraiment c'était cuit. Aujourd'hui, en tous les cas, dans les années plus récentes, voilà, il y a eu une consommation, évidemment, on changeait de metteur en scène, on changeait, etc. Moi, j'étais à l'Opéra de Paris à une époque, en 15 ans, il y a eu 3 Carmen différents. Donc à chaque fois, les costumes, les décors, tout est recyclé plus ou moins. Les théâtres réutilisent beaucoup aussi leur stock. C'est aussi pour ça que tant qu'il y a le, on n'a pas forcément toujours... et c'est vrai que c'est un bien important pour un théâtre aussi d'avoir ce qu'on appelait une costumerie, un vestiaire, il y a plusieurs noms. C'est une richesse. D'ailleurs, vraiment, dans les siècles passés, les théâtres, évidemment, n'étaient pas nationalisés et en fait, ça s'achetait. C'était une entreprise privée et le directeur, il avait besoin d'artistes, ça c'est sûr, mais il avait aussi besoin d'avoir des décors et costumes parce que sinon, il ne pouvait pas jouer. Oui. Et donc, c'était des investissements importants. Bon, puis dans les théâtres, il y a eu beaucoup d'incendies où les décors, les costumes se sont détruits. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles, justement, on n'a pas des costumes très, très anciens. L'art du théâtre, il est ancestral, mais jusqu'où vous remontez, vous, dans vos collections, jusqu'où vous êtes réussi à remonter? C'est une notion vraiment récente, de patrimoine. Oui, de patrimoine. Oui. Et justement, inversement, comme je vous disais, parce qu'autant pour les théâtres, pendant très longtemps, ça a plutôt été un bien matériel très important. Sans costume, personne n'avait envie d'acheter un théâtre. Et à l'inverse, tous les dessins des créateurs de costumes, les dessinateurs de costumes, les couturiers, les costumiers qui font des dessins, qui font des maquettes, eux, ils ont acquis une valeur peut-être même marchande. Notre président, c'est Christian Lacroix, il dessine. Jean Cocteau, maintenant, il y a Picasso, il y a des grands peintres aussi qui ont bien sûr dessiné. Et ces éléments-là qui restent un travail préparatoire, eux, par contre, ils ont une vie dans le marché de l'art ou dans le domaine des musées assez importante, alors que les musées... Donc nous, pour répondre à votre question, la collection, c'est surtout deuxième moitié du 19e, qui viennent pour l'essentiel justement de fonds de l'opéra. On a aussi des pièces du 18e siècle, mais là qui sont des costumes authentiques et qui sont rentrés à la Comédie Française à un moment où en fait il y a eu une réforme du costume, où on s'est mis à jouer dans des costumes qui étaient plus contemporains. Aujourd'hui, ça fait paraître peut-être un peu bizarre au public de voir des pièces, des mises en scène où on est en costume contemporain, mais c'était comme ça avant. Alors c'était des costumes un peu différents, très riches, très brodés, parce que de toute manière, le costume était plutôt... les spectacles étaient d'abord réservés à la cour, à la royauté, etc. Et petit à petit, c'est démocratisé. Mais voilà, au 19e, il y a une réforme, d'où il y a eu cette idée de racheter des costumes un peu anciens, de style authentique du 18e siècle, pour jouer dans des spectacles du 18e siècle. Yolène, est-ce que vous avez eu dans votre parcours de costumière, je me mets de vous voyez, je ne sais pas pourquoi, le soir, est-ce qu'il y a des pièces qui sont un peu iconiques pour toi ou qui t'ont beaucoup inspiré peut-être
des costumes, en fait. Est-ce qu'il y a des costumes Oui, forcément. Oui. On- tout ce qu'on fait, je pense que c'est tout ce qui nous construit aussi, en fait. Donc, Et tu penses à quoi? Tu penses à quel artiste? Tu penses à quel spectacle si tu... c'est Lacroix, par exemple. Christian Lacroix, c'est quelqu'un. Enfin, moi, chaque fois que je vois ses. Alors, pas forcément ses costumes d'ailleurs, parce que aussi ses collections, hein, c'est toute cette couleur. Enfin, voilà, c'est quelqu'un. Oui, qui peut être très inspirant, en fait. Mm, mm. Alors, on va parler d'un costume ou deux costumes, de plusieurs costumes en particulier. C'est ce qu'on vous avait demandé pour préparer cette rencontre. Et notamment, on va commencer avec toi, Yolène. On peut parler du travail particulier de l'Olympiade culturelle. Ça a commencé assez tôt avec la compagnie La Grive pour le spectacle Poids des médailles. Je vais aller trouver la photo. Parle-nous de ce costume et puis après, on va voir comment on est allé le transformer et pourquoi faire surtout. Le Poids des médailles, c'est un spectacle donc, de la compagnie La Grive, Clémentine Maudebon et Bastien Lefebvre, qui sont d'ailleurs artistes associés au Théâtre Loire. C'est un spectacle qui a été créé en partie ici. Qui est donc une performance à la base, où Clémentine traverse le plateau avec tous ces poids qu'elle traîne accrochés aux sangles, pour montrer comment le sport aussi peut être imposant et jusqu'à quel point aller la détermination d'aller jusqu'au bout, en fait, puisque peut-être vous l'avez vu, mais ça se termine, elle est sur un podium. Et donc là, il y a eu pas mal de recherches, en fait, de déséquilibre, parce que c'est ce qu'on a voulu chercher, pour être vraiment dans une démarche assez particulière. Donc, pour le coup, alors je ne sais plus dire combien de kilos elle traîne, parce qu'il y en a quand même... Ouais. Parce que on ne les voit pas tous... C'est ça, ouais. Pour figurer en fait ces médailles, là, sur le plastron, ce qu'on peut appeler le plastron, ce sont des vraies médailles. Oui. Alors, il y a... Oui. Il y a cette chose-là. Et puis pour la traîne de médailles, ce sont des poids, c'est ça que tu as utilisé? Oui, des poids, de la fonte. Quoi. Ouais. C'est vraiment de la fonte. Et donc, elle traîne ça. Comment ça s'est passé, la construction de cette partie du spectacle? Il fallait créer ce déséquilibre, justement, parce qu'elle se sert de ça pour se pencher en avant. Exactement. Alors, on est passé par plein d'étapes, en mettant des choses beaucoup trop lourdes au départ, donc qu'elle ne pouvait plus du tout tirer. Et là, c'était pas possible. Il y a eu aussi la question de comment adapter pour pas non plus que ça l'écrase complètement, que ça écrase sa cage thoracique. Toutes ces médailles qui pendent, c'est aussi lourd, en fait. Enfin, après, je pense qu'on s'en rend compte quand même sur la photo de sa volonté d'aller là-bas. D'avancer, exactement. Et petit à petit, voilà, on a rajouté, on a enlevé des poids, on a rallongé les sangles, on les a raccourcis. Et là, pour le coup, c'était vraiment du test en direct, en fait. C'était impossible de faire ça, de se dire, OK, voilà, c'est fait, et maintenant, débrouille-toi avec ça, en fait. D'où l'importance pour toi d'être sur place aussi, d'être avec les artistes, les chorégraphes, pour créer. Et de les écouter aussi, en fait, quand tout à coup, voilà, ici, ça me fait mal, qu'est-ce que tu peux faire, adapter vraiment à chacun le costume, quoi. De ce costume, du coup, et de cette expérience du poids des médailles, c'est créé le défilé de l'Olympiade culturelle. C'est un projet labellisé par Paris 2024 que le Théâtre Loire porte avec 7 autres théâtres publics de Seine-Saint-Denis. Et ce sont Clémentine Maudebon et Bastien Lefebvre, hein, donc Clémentine qu'on voit juste ici, qui créent ce grand défilé qui va regrouper pour la partie du Théâtre L'Aragon, une centaine, plus de 100 jeunes de Seine-Saint-Denis, jeunes gens de Seine-Saint-Denis pour défendre ici des valeurs et quelque chose de très beau dans la Seine-Saint-Denis. Et donc,
l'idée de Bastien et Clémentine, ça a été de dire, ce poids des médailles, ce spectacle, on va réutiliser cette idée pour en faire le début de notre cortège du défilé. Et c'est l'image qu'on voit juste ici à côté sur l'élément de communication. On voit Clémentine qui donc a ces médailles et on voit derrière elle d'autres comme des semblables. Et le travail pour toi, à cet endroit-là, pour le costume, ça a été de recréer ce costume. De le dupliquer. De le dupliquer. Raconte-nous cette aventure, parce que là, on était sur d'autres contraintes. C'est-à-dire que c'est un défilé, par exemple, dans l'espace public. Oui. Donc là, pour le coup, elles vont... C'est pas encore... Voilà. Plutôt elles. Ouais, exactement. Donc, elles seront 15. C'est quand même des choses qu'on est obligé de faire sur mesure, notamment ce fameux plastron. Donc ça, c'est la maison de quartier du Vieux Pays qui s'en charge. Et du coup, il a quand même fallu aussi adapter, comme tu dis, parce que elles vont marcher sur combien de... Plus d'un kilomètre. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus qu'on les épuise. Donc, pour le coup, là, on a un peu abandonné le déséquilibre, puisqu'il y a quand même l'idée de pouvoir avancer en continu, sans arrêt. Alors, même si c'est des judokates, pour le coup, voilà, c'est pas des danseuses, mais en même temps, c'est aucun problème. C'était de comment faire pour qu'elle puisse avancer sans être épuisée très rapidement, en fait. Donc voilà, ça c'est il y a quand même toute cette lourdeur aussi en fait des médailles, parce que c'est vraiment ça qui est signifié, et voilà, avec moins de poids en fait à l'arrière. Et du coup, tu parlais du fait de créer, dupliquer. Donc, dupliquer aussi, là, avoir des forces vives pour le faire. Tu parlais de la maison de quartier du Vieux Pays de Tremblay. On peut dire qu'à cet endroit-là, tu fais un travail de costumière, mais aussi un travail de transmission, puisque par des ateliers, on invite ici à donc venir, pour les gens qui ont envie de faire un peu de couture, et puis surtout de s'associer à ce projet commun de ce grand défilé du 23 juin 2024. Est-ce que tu as déjà fait ça avant de cette expérience-là, et comment toi tu vis le fait d'être à un endroit de transmission, parce que créer un costume pour un spectacle, pour une couturière amatrice, c'est quelque chose de différent. Comment tu les guides là-dedans? Et je vais montrer une autre image aussi, parce que le défilé, il s'articule avec ces plastrons et ce poids des médailles, mais aussi avec d'autres parties, et notamment il y a ces écharpes qu'on a ici devant nous, qui en fait ont été réalisées aussi par des costumières amateurs, je pourrais dire ça, des couturières amateurs en tout cas. Comment tu as traversé ces premiers ateliers qu'on continue jusqu'au 23 juin 2024? Alors, pour les écharpes, pas de la même manière que le poids des médailles, puisque là, c'était vraiment pour les écharpes, on est parti sur donc, les couleurs du TLA de l'année dernière. Et après, en fait, il y avait ce libre cours C'était vraiment leurs idées, en fait. J'ai donné la dimension de l'écharpe. Et puis après, en fait, c'est vraiment chacune a fait ce qu'elle avait envie dans les 3 couleurs et dans la dimension. Donc ça, c'est aussi ce qui donne la variété que je trouve très belle, en fait, du groupe. Contrairement à l'unité qu'on veut avoir, en fait, dans le poids des médailles. Et pour le coup, le poids des médailles, j'ai fait le patron. La gradation, donc la mise aux mesures, en fait, a été faite par la maison de quartier, et la réalisation aussi par la maison de quartier. Et après, la transmission, c'est très important, en fait. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir donner des techniques aussi qui sont particulières au costume, parce qu'on ne fabrique pas un costume comme on fabrique un vêtement, en fait. Donc,
Merci Yolande, sur cette partie justement transmission, est-ce que c'est des choses que vous recherchez au Centre national du costume de scène? Est-ce que il y a un besoin de renouveler les équipes aussi, forcément comme partout, mais quels sont les métiers que vous avez et comment se passe cette transmission aussi? Le musée, ça peut être ça, mais à l'intérieur, tout votre savoir-faire, il faut le transmettre. Oui, dans les équipes internes, vous voulez dire, oui. Aussi, ouais. Oui, oui. Alors, oui, c'est sûr, bon, on n'est pas, le musée a même pas 20 ans, donc c'est pas, voilà, mais effectivement, il y a du renouvellement malgré tout, et d'autant plus que, justement, cet art du costume, il n'est pas, quasiment pas lui-même enseigné. Parce que dans les métiers autour des musées, il y a des conservateurs et selon les grades, enfin, selon les appellations, selon les œuvres, on va parler aussi de magasiniers, de manutentionnaires pour bouger les éléments. Et les tableaux, etc., sont mis voilà, en réserve, accrochés à des endroits. Mais c'est vrai que le costume, il faut forcément des personnes qui aient un tout petit peu d'affinité avec l'objet costume. Il va être, lui, entreposé, donc, voilà, soit sur des cintres, s'il n'est pas trop fragile, soit à plat. Mais la grande difficulté, c'est qu'il faut remettre un petit peu un corps en 3 dimensions. Ouais. Et ça s'invente quand même pas. Donc, on a une équipe, d'abord toute petite, hein, nous, on est 25, tout compris. Et les personnes, c'est vrai que dans les personnes qui vraiment, justement, font tout ce qui est mannequinage, en fait, c'est presque l'inverse d'un travail d'une créatrice, puisque la créatrice, elle va avoir un corps ou plusieurs, et elle va faire un objet, et nous, on a l'objet, et il faut en faire le corps. Donc, il faut presque faire un négatif, en fait. C'est ce qu'on fait pour les costumes qu'on présente pour Rudolf Nureyev, puisque dans la danse classique, c'était plutôt ce qu'on appelle le pourpoint, qui est assez près du corps. Et là, mes collègues, elles font vraiment des mannequins sur mesure. Enfin, elles ont fait des mannequins sur mesure Pour ces costumes. qui soient vraiment présentés. C'était aussi parce qu'on ne voulait pas prendre un mannequin du commerce, voilà, même si on essaye d'être toujours dans les tons neutres, etc. Donc c'est vrai que tout ça, ce sont en fait des métiers qui s'apprennent beaucoup sur le tas. Ouais. Là, je m'arrêterai, voilà, tout en haut, l'image, là, vous voyez, c'est un de mes collègues. Il est en train de mettre justement ce qu'on appelle un pourpoint, Nureyev, sur un mannequin aux mesures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cou, il n'y a plus rien. On essaye de faire disparaître le mannequin pour ne voir que les costumes. Parce qu'encore une fois, les mannequins, sinon, sont toujours soit trop brillants, soit trop ceci. Donc, bon, elles peuvent faire tout un tas de choses sur des housses, sur des adaptations. Mais quand on fait une exposition avec 120 costumes, à deux fois par an, voilà, elles font comme elles peuvent. Enfin, ils font quand même. On vous a demandé aussi, vous avez gentiment accepté de nous montrer 3 costumes. Peut-être commencer par le premier, qui est cette reine un petit peu particulière. Et je vous laisserai commenter. Voilà, c'était l'idée aussi que vous puissiez nous montrer la diversité. Oui, alors c'était difficile de faire un choix, bien sûr, mais Ouais, bien sûr. j'ai un peu pris l'actualité, mais pas que. Et donc, effectivement, ce manteau d'escalier. Alors là, on ne se rend pas tellement compte, mais l'image d'après, vous verrez. En fait, c'est un manteau qui fait 10 mètres de long. Donc, voilà. 10 mètres sur 6. Donc, voilà. On aime bien dire que c'est plus grand qu'un appartement parisien. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a reçu en don il y a en fin 2021 ou 2022. Et ça a été une des raisons pour laquelle, justement, on s'est décidé pour faire cette exposition cabaret. Parce que c'est un manteau alors, qui, finalement, n'a pas servi, mais qui a quand même été conçu et réalisé pour être présenté aux Folies Bergères. C'était une des dernières productions des Folies Bergères avant la fermeture. Alors, en temps normal, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt la meneuse de revue qui descend les escaliers avec le manteau que les boys peuvent porter. Parce que, bon, je rappelle que descendre un escalier sans rampe, c'est pas facile. Surtout avec des talons et bon, donc elle est déjà assez concentrée sur ce qu'elle doit faire. Et si en plus, elle doit avoir aussi, parce que là on est dans le poids du manteau, là. C'est pas le poids des médailles, mais c'est l'attraction. Bon, nous, là, c'est l'exposition. Voilà, c'est une des vues de l'exposition. C'est la grande salle, hein, donc toutes les salles ne sont pas aussi importantes, mais celle-ci fait 17 mètres de long, sur 9 de haut, donc elle est effectivement assez vaste. Et donc là, on a montré à l'inverse pour que le public puisse vraiment la voir. C'est plutôt l'artiste qui remonte. Voilà. Oui. Mais c'est aussi pour dire que parfois, il y a des choses qui sont réalisées et qui ne servent pas. Et qui peuvent aussi demander un travail important, voilà, et qui finalement sort de scène. Et un deuxième costume que vous avez souhaité montrer? Oui, celui-ci. Alors là, c'était un petit peu pour rendre hommage à notre président Christian Lacroix, mais là aussi, c'était tout à fait en résonance avec ce que disait Yolande, parce que, en fait, l'habit de le juste au corps, donc vraiment, ce que vous voyez, c'est l'image que vous voyez le plus à gauche. Effectivement, le tissu, il a été utilisé à l'envers.
En fait, de l'autre côté, il est très décoré, c'est un motif très floral. Et de ce côté-là, vous ne le voyez pas, mais justement, il y a tous les fils. Vous voyez, vous avez tous vu un tissu à l'envers quand il est très tissé, justement. Ben, il y a plein de fils. Et c'était ça ce qui a intéressé Christian Lacroix. D'autre part, alors en plus, il a été décoré avec du latex. Et l'armure, évidemment, est en plastique. Donc tout ça, c'est aussi pour expliquer. Et malgré tout, je pense que l'artiste, pour lui, c'était assez difficile de porter. C'était François Beaulieu. Il est très lourd. Ils sont sur scène, il y a des éclairages. Là, c'était l'exposition que nous avions fait avec Christian Lacroix en 2007. Et un dernier qui est un costume de scène, vraiment. Oui, là, c'était pour passer à quelque chose de radicalement différent. Parce que voilà, la variété, la chanson, la pop, ce sont aussi des artistes qui sont habillés sur scène. Alors, c'est un peu différent dans le sens où ils font pas partie d'un spectacle avec les mêmes décors, ils sont souvent un peu seuls ou bon, avec des danseurs. Mais nous avions fait une exposition voilà, sur la pop et la chanson, et pour avoir justement aussi bien des costumes de Johnny Hallyday que Sylvie Vartan, que Alain Bachung, mais aussi des frères Jacques, de Lynn Renaud, etc. Et à la suite de cette exposition, et c'est une question que vous disiez tout à l'heure, par exemple, là, c'était un costume que nous avons sollicité auprès de la femme de Alain Bachung, et à la fin de l'exposition, finalement, elle nous l'a donné. Ah oui. Donc voilà, c'est aussi un moyen, nous, nos expositions, c'est aussi un moyen de rencontrer des personnes, et aussi de dire qu'on existe. Et voilà, le costume qui était présenté en vitrine, sur une vitrine qui était sur le thème du noir, parce que noir, c'est noir. Voilà. Donc... Est-ce que, Yolène, vous êtes... est-ce que les costumières sont spécialisés pour le spectacle vivant, mais pour la danse, mais pour le théâtre? Ou est-ce que vous pouvez aller partout? Par exemple, demain, peut-être un artiste de pop, de variété peut venir vous demander un costume? Oh oui, ça arrive, oui. On peut, en fait, c'est vraiment aussi des rencontres. Donc... Et avec le temps, effectivement, on se spécialise un peu plus, mais... Par les rencontres qu'on fait, mais sinon, c'est des choses de très ouvertes. Oui. Même si on est dans l'ombre, Ouais. mais c'est ouvert, oui, complètement. On parlait de ce projet Olympiade culturelle, et pour faire le lien et pour terminer, j'aimerais que Delphine, vous puissiez nous parler de l'exposition qui arrive bientôt autour de Philippe Découfflé. Donc Pardon. effectivement, juste après Cabaret, qui se termine 30 avril, donc fin mai, il nous faut quand même quelques semaines pour changer d'exposition, 4 semaines. Donc à partir de fin mai, une exposition qui sera sur le danseur et chorégraphe Philippe Découfflé, que vous connaissez forcément tous, notamment parce qu'il a fait la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, dont nous avons les costumes. Enfin, il y en a un peu partout de ces costumes, parce qu'il y avait tellement de monde sur scène. Mais ça a été une des premières cérémonies, c'est ça qui est intéressant, c'était vraiment une des premières cérémonies aussi spectaculaires. Et depuis, chaque pays qui accueille les Jeux Olympiques font des cérémonies aussi importantes. Mais c'était vraiment quelque chose qui a vraiment marqué dans l'histoire des cérémonies des Jeux Olympiques. Alors, l'exposition n'est pas que sur cette cérémonie, mais ça sera la grande salle, justement, qui sera consacrée à cette exposition. Et c'est assez drôle parce que de se dire qu'il y a cette exposition, je ne sais plus quand étaient les Jeux Olympiques. 92, pardon. Albertville, oui. Deux chorégraphes associés au Théâtre L'Aragon précédemment ont dansé pour cette cérémonie. Si je ne dis pas de bêtises, et qu'on me reprendra sinon au fond de salle, mais c'était Herman Diepuis et Hamid Benmaï. C'est drôle de se dire que ça se trouve, les costumes peut-être sont d'Herman et qui a ce lien aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux. Yolène, prochaine fabrique du défilé, je crois que c'est 4 avril. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tout début avril. Mercredi, oui. Voilà, si vous savez 4. coudre, 4 avril, il me semble, si vous voulez rejoindre l'aventure de ce grand défilé qui réunira plus de 1000 jeunes, 15 artistes, 8 théâtres publics de Seine-Saint-Denis, ce sera le 23 juin 2024. Vous rejoignez la fabrique et puis vous venez travailler avec Yolène et avec nous. C'est des moments de partage qui sont très beaux. Merci. Bienvenue. Je prends les inscriptions. Delphine Pinaza, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Se dire aussi qu'on retrouve à Moulins le Centre national du costume et de la scène. C'est un lieu de vie aussi, c'est-à-dire que
c'est un lieu où il y a un restaurant, enfin voilà, il y a une activité en Oui, dehors. oui, on fait aussi beaucoup d'ateliers pour le jeune public, on fait des stages sur des journées, il y a un auditorium où parfois on fait soit de la programmation, des conférences, des diffusions, effectivement il y a un restaurant, et voilà, donc oui, oui, il faut prendre le train pour venir, mais à fois, La voiture, voilà, ça peut être sur la la route des voiture, absolument, vacances, s'arrêter à absolument. Moulins, au Oui, Centre oui, oui, national on du est costume quasiment au vert. centre de la France, donc C'est ça. on est forcément sur votre Sur une route. route. Merci beaucoup. Et puis, on peut retrouver sur le site toutes les infos, un très riche site aussi, cncs.fr. Merci beaucoup à toutes les deux et on continue avec 20 000 lieues sous les mers après un petit temps pour boire un verre, pourquoi pas, au bar du Théâtre L'Aragon. Cette rencontre a été enregistrée aussi, donc n'hésitez pas à la partager. Elle sera sur les réseaux et sur le site du théâtre très prochainement. Et puis, si vous avez des questions, on peut continuer à discuter de manière informelle. Voilà, tout de suite maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci.